Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hello World pour un premier numéro. On va s'appliquer, on est un peu en retard, désolé. On va s'appliquer on va s'appliquer aujourd'hui à initialiser le setup de l'application Studio Renegade, puisque c'est ce qu'on va faire en premier à travers ces émissions. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, un premier mot sur la techno qu'on va employer. On va faire donc une application dans un premier temps iOS et Android pour le Studio Renegade. On va employer une technologie qui s'appelle React Native, qui est une technologie développée par Facebook. Vous pouvez trouver toutes les infos et la doc sur Google dans un premier temps, et le GitHub de Facebook. Donc pour ceux qui aiment la lecture, il y a de quoi lire. Du coup, on va s'y mettre tout de suite, sans transition. React Native, c'est une technologie avec laquelle on peut utiliser... Il te troll pro dans la chatroom. Ouais, déjà, ça y est. C'est bon. Hein. C'est là pour te détendre. Ouais. Sois tranquille. J'ai même pas lu, dis donc. Donc bonjour tout le monde, oui. Bonjour. Ouais, n'oublie pas, t'es pas tout seul. C'est vrai. Bonjour Monsieur H, bonjour Angon, bonjour Prosine, bonjour Nico. Bonjour tout le monde. Donc React Native, ce que je disais, c'est la possibilité de coder des applis natives iOS et Android, mais aussi Windows. Ouais, à toutes. Mais aussi Windows, grâce à React, qui, malgré ce que pourra dire Nelliger, n'est pas un framework, mais une librairie. C'est une librairie avec laquelle Facebook a créé pour pouvoir coder facebook.com de façon plus simple et plus maintenable et plus évolutive, puisque c'est une librairie de programmation graphique par composant. Donc là, on peut voir, c'est tout petit. Je vais peut-être agrandir un petit peu. On peut voir une classe React Native, donc ça c'est un composant. Donc c'est un composant entier. Pour coder les interfaces, React emploie une notation, une forme de notation qui s'appelle le JSX, qui est en fait l'emploi de balises à l'intérieur de code JavaScript. Donc ça ressemble beaucoup à du HTML ou du XML. D'ailleurs, quand on fait du React.js, donc sur le web, on se retrouve avec les balises HTML, les divs, les divs, les IMG, les A, toutes ces choses-là. Quand on fait du React Native, il y a une chose qui change fondamentalement, c'est qu'on va utiliser plus des concepts qu'on va retrouver normalement dans le volet natif des applications mobiles, à savoir des views, des textes, des images, des scrollers, des choses comme ça. Donc on va tout de suite lancer les choses. Donc pour pouvoir créer une application React Native et pour pouvoir ajouter des modules à notre application native, des plugins, d'autres librairies, on va pouvoir... Nelliger qui dit « Une librairie, c'est comme un framework déguisé ». Faux. C'est faux. On aura la discussion tous les deux si tu veux, un de ces quatre. Donc, quoi qu'il se passe, pour installer tout ce qui concerne React Native, pour installer les plugins et autres, on va passer par le package manager de Node.js. Donc, si vous n'avez pas Node.js, c'est la première étape à suivre, c'est d'installer Node.js sur sa machine. Ça va vous donner un programme en ligne de commande qui va s'appeler npm. Donc là, typiquement, j'ai la 5.6.0 installée sur le Mac. Donc si je vais vouloir installer la ligne de commande React Native en global, donc ça c'est la ligne de commande à utiliser. Donc sudo, pourquoi? Parce que j'ai besoin des droits administrateurs. npm, c'est la ligne de commande que je vais utiliser. Je vais lui demander d'installer un package qui s'appelle React Native CLI.
Et -g, c'est tout simplement pour l'installer de façon globale. Donc sudo va forcément me demander un mot de passe, ensuite va faire ce qu'il a à faire. Là, ça a été très rapide parce que je l'avais déjà en local. Donc c'est la raison pour laquelle c'est allé aussi vite. Une fois qu'on a ce package d'installer, on a la possibilité d'utiliser de façon globale une nouvelle ligne de commande qui s'appelle React Native. Si je me gourde au clavier, ça va pas aller. Donc, hop, React Native, si on va voir l'aide de la ligne de commande, ça nous apprend pas grand-chose. Ça nous apprend qu'il faut utiliser une commande et que la commande la plus utile, c'est celle dont on va avoir besoin, ce qui tombe bien, à savoir React Native init. Donc, on va juste remonter d'un dossier parce que je veux que l'appli soit dans mon dossier actuel enfin qu'elle l'utilise pour racine. Donc on va se faire un React Native init std renegade. Alors yes, on continue. Il m'a tout simplement demandé si je voulais quand même utiliser un répertoire qui existe. Donc il fait sa popote, on va le laisser faire. Alors qu'est-ce que vous nous dites de beau? Bonjour la sonnette à l'appart, c'est Dark Cypher, oui. C'est ce sont les aléas du direct. Pierre qui soutient les grèves SNCF avec son t-shirt. Oui, presque. Non mais c'est Mario. C'est Mario. C'est Mario à la façon de Banksy. Nico Poppy qui dit « Je ne lâcherai pas Pierre pour avoir une app Windows 10 ». Ça arrivera, je pense, un petit peu plus tard. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur les versions iOS et Android. Donc... Donc voilà, donc la ligne de commande a terminé. La ligne de commande a terminé son boulot. Donc on se retrouve avec un répertoire Android, avec tout un tas de choses dedans, qu'on va voir par la suite. Un répertoire iOS, avec pareil tout un tas de choses. Ces répertoires-là, iOS et Android, sont les répertoires qui contiennent le code pour l'application native. Donc React Native, comme on a vu tout à l'heure, c'est la possibilité de faire une application native avec React. Mais pour ce faire, en fait, on va avoir un code, donc la version Android, on va avoir un projet Android, tout ce qu'il y a de plus normal, puisqu'on peut l'ouvrir avec Android Studio. Et ce projet-là va nous créer une application qui va permettre ensuite de lancer ce qu'on appelle un bundle JavaScript qui va être une sorte d'étape de compilation de tout notre projet React. Et il va pouvoir faire tourner cette image-là, ce bundle-là, en tâche de fond, dans un thread séparé. Et c'est ce qui va nous permettre... Alors, où je suis? Où suis-je? Pourquoi... Là. Il va falloir que je lance un petit Gradle, je pense. Bon alors, comme vous l'aurez remarqué, Android Studio, c'est la maîtrise totale. Je dois avouer qu'on passe beaucoup plus de temps côté React que côté natif, sauf quand on veut utiliser un composant natif qui n'existe pas encore, enfin dont la traduction côté React Native n'existe pas encore. Ces traductions, on appelle ça des bridges, tout simplement parce que le nom du composant qui permet de faire tourner le bundle.js en tâche de fond et de faire en sorte que le JavaScript, donc le React, communique avec le natif et vice-versa, s'appelle un bridge. Ça s'appelle le bridge, donc c'est
c'est la possibilité de d'utiliser un module natif, donc à savoir n'importe quel type de SDK Android ou iOS, dans une appli React Native. Il va d'abord falloir réaliser une opération qu'on appelle bridger un composant, un module, un SDK. Et toutes ces choses-là, c'est produire du code tout simplement pour que React soit capable de voir et d'interagir avec le SDK natif. Bon, Android Studio m'embête, donc on va passer par Xcode, qui est la même chose. Loupé. Si, non, c'est bon. Qui est la même chose, mais côté iOS. Donc c'est le Xcode, c'est l'IDE, donc c'est ce qui nous permet, c'est l'outil principal qui permet à quelqu'un de développer une appli sur iOS. Donc c'est Apple qui distribue cet outil-là, qui permet notamment de faire de l'Objective-C et du Swift. Et là, en l'occurrence, il va nous permettre d'utiliser le code qui a été généré par la ligne de commande qu'on a utilisée tout à l'heure et qui va être appelé au lancement de l'application iOS pour faire tourner le bundle JavaScript dont je parlais tout à l'heure, à savoir la totalité du code JS de notre application côté React, le faire tourner en arrière-plan et ensuite faire en sorte que tout fonctionne. On va prendre un simulateur pas trop gros, histoire de pas avoir quelque chose de démesuré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Donc ça build, oui, parce que j'ai lancé un build. Alors Xcode, les builds, c'est long. Surtout que là, c'est le premier build. C'est la première fois qu'il compile l'application. Donc forcément, il a du mal parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Les builds suivants, donc les compilations suivantes sont plus rapides, puisqu'il a fait tout ce qui est compilation intermédiaire, qu'il peut réutiliser. Alors... Monsieur H qui dit c'est quoi le logiciel sur lequel tu bosses? Là à l'heure actuelle c'est un logiciel qui s'appelle Xcode. C'est le seul logiciel actuellement qui permette de créer une application iOS. Ça s'utilise expressément sur macOS, tout simplement parce qu'il n'est pas possible techniquement, et c'est même je crois interdit, même si c'est théoriquement faisable, de créer une application iOS sur un autre système d'exploitation que macOS. Donc la façon la plus simple est effectivement d'utiliser cette IDE qui est mise à disposition par Apple. Alors, du coup, effectivement, j'en ai un autre, celui-ci, qui est du coup un logiciel d'édition de code, donc ce qu'on appelle un IDE, qui s'appelle effectivement Visual Studio Code, qui est complètement gratuit et je crois open source. C'est Microsoft qui édite ce logiciel qui permet de faire... il supporte tout un tas de langages et notamment le TypeScript et le JavaScript. Et le JavaScript, c'est quelque chose qui... c'est la raison pour laquelle on va l'utiliser. Donc, il a terminé sa compilation avec succès. Magnifique, que demande le peuple. Et du coup, on va tenter de lancer l'application dans un simulateur. J'ai pris iPhone SE, histoire de ne pas avoir un simulateur complètement démesuré par rapport à la taille d'affichage. Donc on a un superbe splash qui met juste le nom de l'application. Là, ce que vous voyez en haut, le petit machin vert qui dit loading avec un pourcentage et le nombre de fichiers, c'est ce qu'on appelle un packager. C'est le petit logiciel, la petite ligne de commande qui va permettre de compiler ce que j'ai appelé tout à l'heure le bundle JS, à savoir un seul fichier JavaScript qui va contenir l'intégralité de notre code et aussi du code de tous les modules qu'on va utiliser
au fur et à mesure. Donc notamment le code de React Native en lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de fichiers à parser. Si je vais voir cette petite chose qui est du coup qui a été lancée de façon automatique par Xcode, qui est effectivement le packager qui s'appelle Metro Bundler. Donc on retrouve effectivement les infos. Il nous dit qu'il a été appelé pour de l'iOS en mode dev. Alors, vous allez peut-être rien voir puisqu'on va tenter de voir en plus gros. Yes. Donc voilà notre packager qui nous dit donc qu'il a été appelé par une appli de type iOS en mode dev qui lui a demandé l'index.js. Index.js, c'est le fichier de base de notre application qui a été généré. Donc c'est le fichier qui contient vraiment la racine de l'application côté React. Et c'est à partir de ce fichier-là que le bundle va se constituer. Il va aller chercher tous les morceaux de code dont il va avoir besoin en partant de ce fichier-là. Par exemple, là, on voit en haut qu'on importe un composant de React Native qui s'appelle AppRegistry. On importe aussi un composant qui s'appelle app de app. App étant le fichier app.js qui est juste à côté. Et voici donc le contenu de ce fichier qui est notre premier composant React Native. Alors, ces choses-là, c'est pour supporter Flow. On n'en a pas forcément besoin. Ça risque de complexifier la lecture plus qu'autre chose. Et donc, on se retrouve effectivement avec un bundle qui est parti de l'index.js, qui a, à force de rentrer dans les imports de chaque fichier les uns après les autres, a détecté qu'il fallait qu'il compile un bundle qui rassemble les informations de 483 fichiers. Donc là, pour le coup, c'est un Hello World, puisque c'est effectivement l'application, le comportement de l'application par défaut une fois qu'on l'a créé avec la ligne de commande. Donc on s'aperçoit qu'on a déjà 483 fichiers, ne serait-ce que pour afficher cet écran-là. Donc ça peut aller très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a Nelliger qui dit Microsoft. Brrr, oui, mais ça c'est Microsoft. Chez Nelliger, ça lui fait toujours pousser des boutons, même si Microsoft est devenu depuis un bon moment l'un des meilleurs contributeurs. Enfin, je crois que c'est même le meilleur contributeur au niveau des top projects de GitHub. Et de loin, je crois. Donc c'est peut-être plus encore le cas, mais je sais que j'avais vu une news sur ce sujet-là. Alors, Roman Lendl qui s'est fait kicker par le bot, par le bot anti-spam. Alors, si je dis pas de bêtises, Roman Lendl est un collègue à moi, donc il appréciera. JBX aussi. Oui, Code est le meilleur éditeur. VS Code pour les vieux, ouais. Alors, il y a des alternatives à Visual Studio Code, notamment une qui est très connue qui s'appelle Atom, qui est un éditeur de code complètement open source créé par la communauté et qui permet tout un tas de choses puisqu'il est complètement programmable en lui-même. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire sa propre version d'Atom et développer des sections, des plugins, des menus dans le logiciel, tout ce genre de choses. Donc Romain apprécie. T'as dû être trop prolixe avec le chat à mon avis. Donc Microsoft fait de bons outils qu'on utilise pour ne pas faire des apps pour Windows. Oui, alors Nico Poppy aime beaucoup Microsoft. Il a eu en même temps que moi une grande période d'amour pour Windows Phone et pour Windows 8 quand c'est sorti. Et donc je pense que c'est l'un de ses plus grands regrets, comme beaucoup de monde qui a suivi cette époque-là et qui a participé un peu au développement sur Windows Phone et sur Windows 8, qui a suivi avec amertume le non-succès, dirons-nous,
de ces plateformes-là. Donc Atom, pour finir, Atom est un très bon IDE qui est très extensible. Après, l'un des problèmes, c'est qu'il est très extensible et que assez souvent, on peut installer un plugin qui va poser problème au niveau de l'IDE. Donc je pense que c'est un très bon IDE pour tous les gens qui ne cherchent pas ce qu'ils vont faire avec leur IDE. Mais à partir du moment où on commence à chercher ce qu'on veut faire, j'ai des souvenirs d'avoir utilisé Atom et d'avoir installé notamment les outils de développement React Native qui s'appelait Nuclid, et lancer Atom et attendre pendant un quart d'heure que mon CPU refroidisse parce qu'il est monté à 110% stable pendant 10 minutes. Et donc m'a rendu mon Mac complètement inutilisable. Je pouvais même pas faire de force wick pendant tout le processus. Donc j'avais pas trop aimé, donc je me suis rabattu sur Visual Studio Code. En plus, venant de l'écosystème Microsoft, j'ai quand même 12 ans d'expérience avec Visual Studio, donc je me suis logiquement redirigé vers ceci. Et Visual Studio Code est vraiment un très bon IDE et possède quelques plugins d'intégration avec React Native et permet notamment de faire du debug interactif. Bon, c'est un petit peu de fonctionnalité, un petit peu de paramètres à régler, mais une fois que ça fonctionne plutôt bien. Et on peut rentrer en debug interactif dans notre code source et voir le contenu des variables, et c'est franchement très appréciable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu peux dire échec. Ah, c'est gentil, Nico. Je peux dire échec. Ouais. Moi, je préfère parler de non-succès, parce qu'ils avaient quand même pas mal de choses de leur côté. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Il y a eu beaucoup de monde qui avait salué, y compris dans les iOS fanboy et les Android fanboy, qui avaient salué quand même l'interface métro de Windows et de Windows Phone, qui était vraiment très efficace. Après, ça n'a pas pris. Android Windows Hello World tous les mardis à 12h30. Oui, normalement, ça devrait être tous les mardis de 12h30 à 13h30. Donc on se retrouve avec notre simulateur iOS. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voyez, s'il y a un truc que vous voyez pas bien ou si le son est trop fort, le son est pas assez fort. N'hésitez pas. Notre application iOS tourne donc avec un superbe message et Welcome to React Native. React Native, quand on est en mode debug, il existe un menu de développement qui est plutôt très pratique, qui est invocable sur un device en secouant le device, tout simplement. Sur le simulateur, on peut utiliser commande D ou le hardware shake gesture. Donc ça, c'est le menu de développement. On a plusieurs choses. Merci John Reese, tout est parfait. Merci. On a donc un menu de développement qui permet notamment de faire du reload. Donc l'un des gros avantages de React Native par rapport aux anciennes technologies natives, je crois qu'ils ont fait quelques progrès quand même depuis que je les ai utilisés pour la dernière fois, mais le React Native permet de faire ce qu'on appelle du hot reload, à savoir on n'est pas obligé de redéployer l'application pour constater une mise à jour dans l'application. Donc si jamais, par exemple, au lieu de faire Welcome to React Native, je fais Welcome to Hello World, loupé, que je sauvegarde, je retourne sur mon simulateur, et là si je fais commande R, on a revu le petit bandeau vert en haut qui nous dit ça y est, j'ai refait un bundle. Dans notre packager, on voit qu'il a refait un bundle effectivement, et c'est du bundle de diff. Donc il fait une différence entre tout ce qu'il a compilé auparavant et tout ce qui a changé depuis. C'est pour ça qu'on a 1 sur 1, parce que je n'ai changé qu'un seul fichier.
Et on se retrouve effectivement avec un Welcome to Hello World au lieu de Welcome to React Native. Pros in Motion qui dit « Quand on innove, tout n'est pas bon, mais ça change ». Pourquoi? Parce qu'il faut s'avouer que Microsoft a été pendant quelques années le seul innovateur du marché mobile PC. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça, c'est tout le drame de Microsoft. Ils ont souvent été très moteurs et ils se sont souvent fait dépouiller de leur succès pour différentes raisons au fil du temps par des gens qui savaient mieux soit mieux le monétiser, soit mieux le mettre en avant, le marketer. Et c'est vrai que c'est l'un des problèmes récurrents de Microsoft, je pense. On a donc un Welcome to Hello World et on va pouvoir commencer à faire du composant. Alors, au niveau de React et au niveau de React Native, comme c'est de la programmation par composant, c'est assez libre sur la façon dont on organise son code. Chacun a sa façon. Donc, moi, j'en ai une. Si elle vous choque, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Il s'avère que à chaque fois qu'on passe sur un projet React Native, il y a quelques conventions, mais après, dans les faits, au niveau de l'organisation des dossiers et des fichiers, on arrive souvent à des spécificités qui dépendent beaucoup du développeur ou de l'équipe et des conventions mises en place, des normes mises en place au sein de l'équipe. Donc moi j'aime bien faire un répertoire SRC à la base. Donc premier truc que je vais faire, c'est mon app.js, je vais le déplacer dans le répertoire SRC parce que j'aime pas trop que il traîne des fichiers JavaScript à la racine autre que index.js. Donc si jamais je tente de faire un refresh, là on a le droit à 2 belles erreurs d'un coup. Une dans le packager qui est plutôt verbeuse et une dans le simulateur. Et alors là on arrive sur une des fonctionnalités plutôt excellente de React Native. C'est à partir du moment où on a un code qui ne compile pas, plutôt que cracher l'application et tant pis pour tout le monde, on se retrouve avec un message explicatif. Alors, le message vaut ce qu'il vaut. Parfois, c'est vraiment très compliqué de s'y retrouver, mais assez souvent, c'est plutôt pas mal, puisque là, par exemple, typiquement, on regarde, donc fail to load, ça c'est normal, c'est parce qu'il n'a pas réussi. Le packager qui tourne sur ma machine locale, sur le port 8081, n'a pas réussi à créer le bundle à cause de l'erreur unable to resolve module ./app dans index.js. Donc là, typiquement, c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens de déplacer app.js dans SRC. Donc effectivement, il faut que je mette à jour ce fichier-là en lui disant d'aller chercher app dans SRC. Donc si je retourne ici et que je fais un petit reload, ça marche à nouveau. Alléluia, j'ai pas fait d'effet Bonaldi. Donc, notre ami Nelliger m'a mis en place une route qui va nous permettre d'avoir de la donnée pour jouer avec, à savoir, j'ai pu récupérer en JSON un petit peu de données du site. Donc, où est-on? Loupé. Ma data est ici. Donc si je l'ouvre ici, donc ça, ceci, c'est du code JSON. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du code JavaScript. Le JSON, c'est pour JavaScript Object Notation. Ça ressemble à du JavaScript. Et c'est un format d'échange de données qui est très répandu au sein des API. Donc une API, c'est tout simplement un serveur auquel on va pouvoir se connecter et qui va nous donner de la donnée. Au final, le JSON est un peu le format qui a remplacé le XML au fil du temps. Historiquement, les serveurs renvoyaient des données surtout au format XML. Nelliger qui dit « Ma route n'utilise pas de librairie ni de framework, ça te va quand même ?» Ouais, il va falloir changer ça quand même.
Non, 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 elle est très bien, sa route. C'est juste que c'est un site en PHP, donc il fait ce qu'il peut, quoi. Non, bon, on va pas lancer le débat. Non, 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 ça me va très très bien. Là, on se retrouve du coup effectivement avec du code JSON, qui est le descriptif de toutes les données qui sont au sein du site. Donc si on regarde les objets racines, typiquement, on a... Ça parle mal. Non, ça parle pas mal. Tu me parles, je te réponds, Neiger. On a donc 3 objets de haut niveau au sein de l'application, au sein des données, pardon. L'objet programs, qui est donc un tableau, ces crochets là en JavaScript et comme en JSON, ça désigne un tableau. Les accolades désignent un objet, donc un ensemble de données qui représente un objet. On a donc les programmes, la liste des programmes, la liste des streamers et la liste des events. Donc on va peut-être dans un premier temps coder tout simplement la liste des programmes directement. Et donc on va utiliser ce JSON là. On va se faire ce qu'on appelle dans le milieu un mock, à savoir un bouchon de données. Donc on va se faire un répertoire data au sein duquel on va se faire un répertoire. Non, on ne va pas faire de répertoire. On va essayer de rester simple dans un premier temps. Donc on va dire programs.json. On va dire que ceci va donc nous intéresser. Donc programs.json. Programs.json, si je dis pas de bêtises. Si je peux chercher je peux coller directement le tableau en racine et ça devrait pouvoir se charger correctement. Donc au sein de notre application, on va importer. Alors, ça c'est un des concepts fondamentaux de Node.js et d'une plateforme comme React Native. Pour pouvoir avoir un seul bundle JavaScript qui contient tout le code dont on a besoin, mais avoir quand même plusieurs fichiers pour pouvoir organiser bien correctement son code, Node a créé ce qu'on appelle les modules. C'est la raison pour laquelle, quand on a tout installé, on a eu un répertoire qui s'appelle Node Modules, qui est l'endroit où Node va installer tous les modules dont il a besoin. Et ces modules-là sont importables par la commande import. Dans d'autres langages, on va plutôt utiliser des dias-include, des dias-import. Chaque langage a ses spécificités pour l'import de code d'un fichier vers l'autre. Dans les Node modules, par défaut, à la base, dans Node, il existait la fonction require, qui a été remplacée il y a quelque temps par la commande import, qui est plutôt bien pratique. Donc je vais pouvoir faire un import programs from ./data/programs. C'est parfait, j'ai de l'autocomplétion. Donc ceci va représenter un objet JavaScript qui va être un tableau qui va contenir toutes mes données de tous mes programmes. Alors je rattrape un peu le chatroom. Alors, Sebeli, il y a encore des gens qui codent en PHP. Eh bien oui, oui. Nelliger code en PHP. N'empêche, le site est ultra rapide pour son petit hébergement pourri. Oui, là je suis d'accord, l'hébergement est vraiment pas génial et le site fonctionne vraiment très bien. Les vrais utilisent des mocks, c'est Roman Mendel, ouais. Donc Julien, bien sûr, oui. Les mocks, c'est la vie, exactement. Donc ça, c'est les private jokes du boulot. Puisque Julien développe... Enfin, Julien a un peu la même fonction que Nelliger pour moi, pour Romain. À savoir que Julien développe tout ce qui est côté serveur et Romain développe tout ce qui est côté site web. Donc c'est pour ça, j'explique la private joke, puisque Romain a dû, le temps que Julien code tout le serveur, Romain a dû utiliser des données moquées, donc des données bouchonnées, qu'on appelle bouchonnées.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nelliger, c'est chiant, c'est module Node. On peut même pas faire des includes pour organiser son code. Du coup, je finis avec un fichier JS de 5000 lignes. Oui, alors les bundles, une fois qu'un bundle est généré, surtout sur le web, on a la possibilité de les splitter, les bundles. On peut faire des bundles page par page. On n'est pas obligé de faire un seul gros bundle pour la totalité d'un site web. Mais dans le cadre de React Native, bien sûr, c'est un bundle qui va tourner en tâche de fond, puisque il va tourner au sein de son propre processus qui s'appelle le JS Core. JS Core, c'est juste un moteur d'exécution JavaScript qui va permettre d'exécuter tout votre code React, qui va communiquer avec les applis natives à travers le bridge, en mode bidirectionnel. Donc le bridge, les applis natives savent rendre tout ce qui est natif, tous les composants natifs sur la plateforme, et on va pouvoir décrire à travers le JSX une structure qui va être communiquée à travers le bridge à l'appli native, qui va être en charge de rendre toute cette hiérarchie de composants avec des composants natifs. Et c'est la raison pour laquelle React Native est si intéressant. C'est que ce n'est pas un runtime, ce n'est pas non plus une WebView comme ce qu'on pourrait retrouver dans du PhoneGap ou du Cordova. C'est une application native avec, si vous ne faites pas trop de bêtises, les performances du natif et qui permet, en théorie, mais même en pratique, de faire absolument tout ce que la plateforme autorise. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, @Nelliger, il faut code splitter et tree checker. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me sers de Node.js comme d'un frontal pour le socket, mais ça fait du PHP derrière. Trop chiant de dev sur Node. Alors là, c'est encore particulier. C'est un usage particulier. Moffett, j'étudie JS et React en ce moment. Ce stream tombe à pic. Et bah, j'en suis ravi. Sebeli, si tu veux faire des private jokes, parle des noms de variables, d'accord? Je vais pas tout lire parce qu'après, Nigger, ça fait trop de trolls. 3/4 du code inutile. Mais non, c'est faux. C'est pas parce que tu t'en sers pas à un instant T que c'est inutile. On va revenir à nos moutons. Donc, on a importé un objet qui a été lu à partir du JSON. Alors, je sais pas s'il faut pas que je fasse un point JSON. Il faut que je fasse un point JSON, je pense, parce que mon packager ne doit pas inclure les points JSON de base. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, si je supprime tout ce bazar et que je commence à faire du code, à savoir, si je dis programs, qui doit être normalement un tableau, .map. Donc, .map, c'est l'opérateur qui permet de parcourir un tableau, faire un itérateur sur un tableau. Donc, à savoir, on a un tableau avec, par exemple, 5 données, 5 objets à l'intérieur. Map va faire une boucle sur les 5 objets et renvoyer pour chaque objet quelque chose qu'on va définir. Donc programs.map, on va appeler ça programme. Donc dans des programmes, il y a un programme et ce programme va nous en renvoyer dans un premier temps texte. Et qu'est-ce qu'on a? La racine name, voilà. Alors typiquement, on va pouvoir renvoyer programme.name. Et là, testons ceci tout de suite. On fait un petit reload. Et là, on se retrouve avec le nom de tous nos programmes. Donc à savoir Bits, Café Série, Electronic Evo, Family Sunday, Hello World, Inc. Et tout le monde. Tout le monde est là, c'est parfait. Alors en bas, on a un petit machin jaune qui vient d'apparaître. Ce truc-là est dépliable. Donc ça, à la différence de l'erreur qui fait un gros placard sur la totalité du simulateur en rouge, et qui ne nous permet pas forcément de faire grand-chose, puisqu'en fait, il s'agit souvent d'une erreur de compilation. Ce petit machin jaune est un warning. Un warning, c'est juste quelque chose qui dit « Attention, tu as fait quelque chose, ça fonctionne. Par contre, tu pourrais le faire d'une façon un peu meilleure. »
Et là, typiquement, on regarde le warning, c'est each child in an array or iterator should have a unique key prop. Alors ça, typiquement, c'est un des trucs de React Native et de React même. Comme c'est de la programmation par composant, à partir du moment où on commence à faire des listes de composants, si par exemple on fait une liste infinie, une liste de scroll infini, un peu comme votre feed Facebook sur votre appli ou sur votre site web, on va avoir des composants qui vont se suivre les uns les autres, mais potentiellement on peut avoir un nombre infini de composants. Donc on peut en avoir 1000 ou 2000 dans la liste qu'on cherche à rendre au niveau visuel. La façon d'optimiser les choses selon React et React Native, c'est le fait d'avoir la possibilité de réutiliser des composants. À savoir, certes, vous allez naviguer à travers une liste qui va faire 1000 éléments. Par contre, plutôt qu'afficher les 1000 éléments et les rendre tous les 1000 dans votre liste au moment où vous allez la parcourir, eh ben, il va ne rendre que les éléments visibles, plus quelques-uns au-dessus, quelques-uns en dessous. Et tous ces éléments-là, en fait, il va pouvoir les réutiliser au fur et à mesure qu'on scrolle dans la liste. Donc, typiquement, on va avoir l'élément 1, dès qu'on va commencer à scroller, il va disparaître de l'écran. Une fois qu'il a disparu d'un écran, d'un certain nombre de pixels de l'écran, son contenu va être détruit, mais l'objet en lui-même, le composant en lui-même, son instance, va être réutilisé pour rendre l'écran, le composant qui est encore en dessous dans la liste. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une liste qui ne va pas grossir démesurément au sein de la RAM, ce qui est plutôt pratique. Et pour rendre cette fonctionnalité utilisable et surtout performante, parce que par défaut, les manipulations de DOM, donc le DOM c'est le Document Object Model qu'on retrouve au sein de n'importe quel navigateur. Au niveau du web, les manipulations de DOM, c'est ce qu'il y a de plus coûteux, à savoir trouve-moi un div, par exemple, trouve-moi un calque et change le texte à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très coûteux. Et en fait, la propriété key au sein d'un composant React ou React Native permet de bénéficier d'un algorithme de React qui va être beaucoup plus rapide par rapport à la sélection du composant qui va avoir besoin de recycler. Donc pour se débarrasser de ce warning, il faut tout simplement que dans mon texte, je mette une key. Alors la key, c'est vous qui la définissez. La seule chose qui est obligatoire au sein d'une key, c'est le fait qu'elle soit unique, d'élément en élément. Donc, il me semble qu'on a des ID. Très bien, on a des ID au sein des programmes. Donc, on va utiliser tout simplement l'ID. Donc, si je fais programme.id comme key, si je reviens, que je fais un rafraîchissement, je n'ai plus le petit placard jaune. Donc, ça, c'est cool. It works, Nelly. Ouais, tu en doutais, je parie. Ça marche, oui, ça marche. Petit panda roux. Salut les gens, je découvre que j'ai loupé le démarrage. Il est prévu de faire une rediff ou de la mettre sur YouTube? Oui, pas tout de suite, mais je vais faire une chaîne YouTube dans laquelle je vais remettre toutes ces vidéos le plus rapidement possible. Et comme le dit Nico Poppy, il y a le replay Twitch, à savoir que dès que je couperai le stream, le replay sera disponible en VOD Twitch. Et sûrement une chaîne YouTube, oui, c'est ce que je viens de dire du coup. Très bien. Alors, Minotaur, c'est cela qu'on appelle pour aller chercher son élément, prendre la clé du champ. Pas mal. Pas mal. Non, pas mal. Pas mal. Parce qu'effectivement, c'est un champ, il a une clé, c'est prendre la clé du champ, effectivement. Donc, combien de temps il nous reste? Il nous reste 6 minutes. J'ai été beaucoup trop long. Mais dans tous les cas,
on va avoir encore d'autres sessions. Là, il y avait tout le setup à faire, donc ça a été un peu long, c'est pour ça qu'on a commencé en retard. Par contre, on va finir à l'heure. On va essayer de finir à l'heure. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, histoire d'améliorer un peu les choses, on va pouvoir tout de suite créer autre chose que juste un texte avec le nom de chaque programme. On va pouvoir créer une view. Une view, en fait, c'est l'équivalent d'un div en HTML. Donc c'est un élément englobant dans lequel on va pouvoir jeter d'autres éléments. Alors, vous avez peut-être remarqué, à chaque fois que je sauvegarde, il me réaligne tout de façon automatique, sans que je fasse quoi que ce soit. Moi, j'utilise un petit programme qui s'appelle Prettier, qui est un plugin JavaScript à la base, et qui dispose de son propre plugin dans Visual Studio Code, qu'on peut télécharger via les extensions. Donc Prettier, c'est l'un des plus utilisés quand même pour reformater tout ce qui est JavaScript, TypeScript, CSS. Et c'est plutôt très pratique parce que du coup ça harmonise au sein d'une équipe les pratiques en matière d'écriture de programmes. Et du coup il va faire plein de choses, c'est complètement paramétrable, on peut faire son propre fichier et on peut définir tous les paramètres de Prettier qui nous intéressent, à savoir choisir plutôt que des doubles cotes, on peut choisir des simples cotes par défaut, et du coup toutes les doubles cotes il va les remplacer par des simples cotes. On peut aller très très loin parce qu'il y a même des plugins React pour le JSX, la validation du JSX. Du coup, la mise en forme du JSX, pas la validation. Du coup, c'est vraiment très très utile. Alors, Minotaur, je vois que tu es toujours au top. Minotaur, oui, il est au top. Minotaur, le ménestrel des Renegades. Oui. Android Windows, Pierre, tu habites bien Lyon? Non, du tout. Non, j'habite dans les environs de Bordeaux. Ne l'encourage pas, petit panda roux. Si, mais si, il faut toujours. John Reese, tu pourras nous donner tes extensions pour VSC? Oui, alors je pense au sein du GitHub, parce que tout le code que je fais dans l'émission, je vais le poster sur un GitHub qui sera public, sur lequel tout le monde pourra faire des forks, faire des pull requests, absolument ce que vous voulez. Au contraire, allez-y, ça me ferait très plaisir. Et du coup, dans le README de ce GitHub, je vais essayer d'indiquer un maximum de choses que j'utilise au fur et à mesure des émissions. Je vais essayer de documenter au maximum ce que je fais pour vous permettre de contribuer ou de tester tout simplement chez vous le plus simplement possible. Donc effectivement. Alors Romain qui nous dit « Attention, Prettier a quand même ses limites et est vraiment proche de React. Il a fallu que je me résigne pour ne pas l'utiliser pour Vue.js. » Oui, c'est vrai. Mais effectivement, pour React, ça marche très 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 bien. Donc c'est vraiment vraiment cool. Donc effectivement, ce formateur est vraiment quand même orienté React. Donc si vous voulez l'utiliser pour faire du JavaScript autre que React, effectivement, ça nécessite beaucoup plus d'huile de coude à paramétrer. On a donc créé une view. Je surveille là. Bon, allez, en 3 minutes, on va essayer d'ajouter une image à côté du nom, et ce sera l'action de la fin. Donc, on va créer une image. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'en fait, j'ai utilisé aussi VS Code par défaut, il propose l'auto-import. C'est-à-dire qu'il fait de l'autocomplétion quand on utilise des choses. Là, je ne sais pas si c'est... Le problème, c'est que parfois, il extrapole. Ouais, non, là, c'est image, c'est le type image en JavaScript, ça ne va pas passer. Donc, ce que je vais utiliser, c'est l'import directement au sein de React Native du composant image qui va nous permettre de, comme son nom l'indique, rendre une image. Donc, image prend un paramètre source. Cette source, si je ne m'abuse, est un objet qui doit posséder URI qui... Il doit posséder une propriété URI qui est l'URL
si je ne m'abuse, de l'image. Donc dans Programs.json, on a logo, on a un champ logo qui va a priori être tout désigné pour être bindé sur cette image. Programme.logo. Si je ferme pas ma balise, ça ne peut pas marcher. Donc là, on va avoir normalement les images et à côté du texte. Je vais faire exprès de rien styler, histoire de voir déjà si ça marche. Et là, les Athéniens s'atteignirent. On n'a plus rien. Yahoo! Il fallait que ça arrive. Alors la question étant, pourquoi n'a-t-on plus rien? Dans ces cas-là, on invoque le menu et on fait debug JS remotely. Et on arrive sur le debugger Chrome, ce qui est très pratique. On arrive sur le debugger Chrome qui va nous permettre notamment d'ajouter un peu plus d'infos concernant ce qui se passe. Et je crois que c'est parce que... Ouais, non, je crois savoir ce qui se passe. C'est parce que j'ai déclaré un bloc de code. Et le problème, c'est que si je déclare un bloc de code, je suis obligé de faire un return de ce que je veux renvoyer. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est la notation directe qui existe depuis ES6, à savoir, si on renvoie directement quelque chose, si je ne m'abuse, ça fait directement un return. Donc là, si je reviens, ça va même pas être drôle, parce que je vais même pas galérer à trouver. Enfin, en même temps, je dis ça, si ça se trouve, c'est pas ça. CTRL R, et là, on a des noms. On a des noms, mais on n'a pas d'image. Allons voir pourquoi de ce pas. On se retrouve avec le warning des keys. Le key, c'est parce que j'ai fait une view en racine, donc il faut que je reporte la clé dessus. Alors, il y a eu, ça s'excite dans la chatroom. Le compte Twitter de Pierre, oui, merci. ESLint classique avec l'option moins fixe marche nickel aussi. Oui, ESLint dont parle Romain, c'est ce qu'on appelle un linter. Linter, c'est un analyseur syntaxique de code qui va tourner soit à la demande, soit au sein de son intégration VS Code. Donc c'est un plugin que j'utilise aussi et qui va au sein de VS Code nous... là ça ne va pas marcher parce que j'ai pas fait de configuration. Donc si j'avais une configuration, je la ferai pour la prochaine fois, comme ça ce sera bon. Qui du coup pointe des erreurs de syntaxe, des fautes de frappe ou autres au sein d'un code. Et c'est plutôt très pratique, parce que du coup ça souligne un peu à la façon d'un document Word toutes les fautes qu'on pourrait faire. Alors parfois il y a des faux positifs, mais c'est là où intervient la configuration. Alors Android Windows Bits est maintenu demain soir. Demain soir, si je ne m'abuse, c'est un RGB Special Recalbox. Nico a répondu. Très bien. Il est trop fort. ProSinMotion, tu pourrais rajouter cette signature à ton Twitter et ta fiche Renegade si à 50 ans on n'a pas codé une appli, on a raté sa vie, Pierre Ségalen. Eh bien non. Parce que je ne considère pas que le fait de coder une appli soit complètement nécessaire, mais c'est vrai que vu les outils qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition, on se retrouve avec des choses de plus en plus faciles à utiliser, de plus en plus accessibles, pas forcément faciles, mais accessibles au commun des mortels, et ça, je trouve ça plutôt bien. Et non, une émission prévue sur l'apprentissage de Scratch. LOL. Ah, c'est parce que je vais trop vite. C'est qu'en fait, je suis encore là parce que je suis hypnotisé et je suis perdu depuis la seconde minute du stream. Voilà, alors c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais essayer de faire en sorte que dans le GitHub, il y ait un maximum d'informations pour que vous puissiez tester tout ça chez vous. L'application vivra au fur et à mesure des émissions, mais pour tous ceux que ça intéresse, effectivement, de se former et de jouer en quelque sorte avec tout ça, allez sur le GitHub, téléchargez le code et normalement vous pourrez, moyennant peut-être, si je suis allé un peu vite sur certaines choses, quelques recherches sur Google ou sur la doc de Facebook, vous pourrez certainement arriver à faire des choses plutôt concluantes, au moins à faire tourner sur votre PC ou votre Mac l'application en local, et derrière pouvoir vous amuser à changer le code et voir ce que ça donne tout simplement. Donc je pense savoir pourquoi l'image ne se rend pas, parce qu'à mon avis, par défaut, comme il est très intelligent, il rend
les images en width 0, height 0, donc largeur 0, hauteur 0, donc elle fait 0 pixels par 0 pixels, je pense. Donc si je mets un height de point 100, ça va être mouse peut-être 80, et width de point 80. Et si là ça marche, on va conclure là-dessus. Yeah! Alors là, on se retrouve avec un layout très moche, parce qu'on n'a rien stylé pour l'instant. Mais au moins, ça fonctionne. Peut-être que pour la prochaine émission, du coup, on va styler et enrichir cette liste et voir si on peut faire une deuxième page qui sera la page de l'émission à proprement parler. Donc on pourra cliquer au sein de cette liste-là pour afficher une seconde page ou une modale, on verra comment on fait. Et du coup, on va terminer le code là-dessus. Je rattrape la chatroom. Petit panda roux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'ai pas suivi. Bon, c'est pas grave. Things est maintenu jeudi midi. Je pense que normalement, tout ce qui est sur l'agenda devrait être maintenu. Donc, l'agenda du site du studio Renegade. Et du coup, voilà. ProSinMotion, on n'est pas loin de lui métro, non. Oh, ça, c'est du troll. C'est du troll de chez Troll. Petit panda rouge, je parlais du Scratch. Oui. Mais je pense que tôt ou tard, je pense que je ferai une émission pour jouer avec Scratch. Voir si on peut un peu s'amuser avec et faire en sorte de créer une application... une vraie application, tout simplement, avec un outil comme Scratch, parce que je pense que c'est vraiment le cas. Bon, du coup, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir suivi l'émission pour aujourd'hui. C'est super cool. Et du coup, on va s'arrêter là. Hop, que je fasse pas de bêtises. On va du coup s'arrêter là, et je vous dis à mardi prochain. Et d'ici là, jouez avec tout ce qu'on va poster sur GitHub, faites des pull requests, amusez-vous, c'est fait pour ça. Allez, bye, à mardi prochain.